Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je vais continuer ce thème de l'œuvre d'Akira Toriyama, à savoir Dragon Ball. Donc Dragon Ball, Dragon Ball Z, j'avais un petit peu expliqué jusqu'à Dragon Ball Z. Je vais continuer chronologiquement l'œuvre et je reviendrai un petit peu à la fin sur la critique générale en fait. Euh, alors pour Dragon Ball Z, qui se termine, ensuite, en fait, donc ça s'est terminé la série dans les années 90, je dirais 95 environ. Et ensuite, ça a créé un vide en fait, c'est-à-dire que les fans attendaient la suite et tout. Et en fait, on a eu droit à une suite, mais qui aura beaucoup déçu et qui finalement est un petit peu oubliée. C'est DBGT, Dragon Ball GT. Donc DBGT n'a pas été scénarisé par Akira Toriyama, mais il a quand même euh, dessiné certains personnages, d'après ce que j'ai lu. Voilà, donc DBGT c'est très particulier, je vais vraiment dire enfin quelques mots, il y a des choses intéressantes. Pour moi, c'est pas non plus quelque chose à complètement bannir de la saga Dragon Ball, c'est quelque chose, il y a quand même du potentiel, je dirais. En gros, l'histoire, pour faire simple, c'est Sangoku va retrouver son ennemi de toujours, enfin l'ennemi de toujours. Un ennemi qu'on aura rencontré très rapidement dès le départ quand il était petit, qui s'appelle Garlic, qui est un petit méchant et en fait qui a des prétentions de domination du monde, mais qui à chaque fois n'y arrive pas, donc c'est très comique. Et en fait, il va revenir et il va y jeter un sort à Sangoku. Il va le faire reprendre sa forme petit. Donc Sangoku redevient physiquement le petit Sangoku qu'on connaissait à l'époque. Et donc il va y avoir des aventures avec lui et donc dans l'espace, là vraiment ils vont partir à l'aventure dans l'espace sur différentes planètes. Et donc avec Pan, la petite fille de Sangoku. Donc c'est très drôle parce que Sangoku petit qui est en fait normalement un adulte et qui est le grand-père de Pan et qui se retrouve avec elle, avec le même âge finalement physique, plus ou moins. Et elle l'appelle grand-père et tout, donc c'est assez cocasse. Voilà. Par contre, c'est vrai que l'atmosphère, les combats, le rythme, même l'histoire de Dragon Ball GT est très spéciale. Et on est plus, en fait, on est sorti des codes habituels et c'est déroutant quand même c'était déroutant pour les fans. Et moi, j'avais acheté à l'époque, il y avait un coffret avec toutes les cassettes des premiers épisodes, cassettes VHS. Ça ne nous rajeunit pas. Et j'avais pris du plaisir quand même, j'avais pris le temps de regarder tous les épisodes un à un. Et en fait, vers la fin, je trouvais que c'était pas mal, c'était pas si mal. Que c'était pas si mal, voilà. Alors, bon, c'est vrai que c'est un petit peu passé à la trappe cette saga-là, oui, cette saga, si je puis dire, donc des BGT. Voilà, donc je reverrais bien à la limite, mais c'est vrai que c'était devenu un petit peu caricatural. Déjà que des BZ à la fin, on avait un petit peu certains écueils sur lesquels je reviendrai à la fin de la vidéo. Et là, des VGT, ouais, ça touchait un petit peu des summums. Puis c'est l'ambiance, les combats, ça allait plus. Il y avait plus de percussion, il y avait plus de. Ils ont voulu tester un autre style et ça n'a pas vraiment marché. Et donc, finalement, alors moi j'avais un petit peu lâché l'actualité et j'ai découvert ça il y a pas, pas si longtemps que ça, je dirais il y a 2 ans environ. En Chine, j'ai vu, tiens, il y a Dragon Ball, il y a une nouvelle suite de Dragon Ball Z qui s'appelle Dragon Ball Super. Alors le nom, Dragon Ball Super, je trouvais que, même maintenant, j'ai presque honte des fois quand je dis ouais, Dragon Ball Super, ça fait, je sais pas, le nom n'est pas, je trouve pas qu'il est génial. En japonais, ça passe peut-être un peu mieux, Dragon Ball Super, ça passe mieux, mais en français, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Dragon Ball Z, ça en jetait plus, quoi.
Bon, je me suis surpris quand même parce que j'ai regardé tous les épisodes un à un et en fait je suis rentré dans l'œuvre et j'ai apprécié Dragon Ball Super. Je vais pas vous mentir, je vais pas c'est pas une honte, hein, mais je veux dire, c'est vrai que bon, c'est critiquable. C'est plus facile. DBS est beaucoup plus critiquable que DBZ. DBZ était déjà critiquable à l'époque. L'intouchable, en fait, dans tout, vous verrez, c'est Dragon Ball. Dragon Ball, ça a très bien vieilli et c'est plus cohérent au final, c'est moins ambitieux et à la fois c'est génial et voilà. Mais pour autant, moi, je dirais que ce que j'ai préféré dans toute la saga, c'est Dragon Ball Z. Donc voilà. Mais donc pour revenir sur ce Dragon Ball Super, euh, donc en gros, ils ont repris les films qui avaient été sortis en fait entre-temps, avant la sortie de Dragon Ball Super. Ils en ont fait deux petits arcs. Donc Akira Toriyama reprend la main en tant que scénariste et aussi quand même pour le design, les dessins de certains, je dirais la direction artistique hein, pour les personnages, ce genre de choses. Et donc il reprend la chose en main, même s'il laisse beaucoup plus de marge à la Toei. La Toei, donc c'est le studio qui fait l'animé. Et puis même pour le manga écrit, il y a quand même une certaine marge de manœuvre qui est laissée par rapport au scénario que lui il écrit. Donc c'est vrai que les deux œuvres, elles sont pas tout à fait pareilles. Paraît-il que le manga, alors j'ai vu quelques tables du manga, quelques pages, mais j'ai pas pris le temps de lire les Dragon Ball Super en manga, mais il paraît que le manga est assez bon. Pas que l'anime est mauvais, mais vous verrez, je vais revenir dessus, mais qu'en tout cas le manga, quand même, il est presque au-dessus finalement il sert au-dessus de l'anime en fait. À voir, je sais pas, j'ai pas lu, mais ça avait l'air pas mal. Mais bon, je préfère en papier que j'avais vu ça sur un écran d'ordinateur. J'aime pas trop lire un manga sur un écran d'ordinateur. Et donc cet animé, je le découvre, puis je me suis pris au jeu. Vous savez, quand on commence à regarder une série ou quoi que ce soit, c'est un peu addictif. On veut voir la suite, c'est bien fait, il vous laisse le suspense à chaque fois. Et donc, voilà, et donc il y a le début, ce sont les deux arcs qui correspondaient au film qui était sorti, donc à savoir l'arrivée des dieux sur Terre, donc le dieu de la destruction Beerus avec son ange gardien Whis, et donc un combat avec Sangoku, puis le retour du méchant Freezer qui a une nouvelle transformation, le Golden Freezer. Voilà, bon, j'avais pas vu les films, je ne les ai pas vus d'ailleurs, toujours. Par contre, donc j'ai bien vu les épisodes correspondant sur DBS, et ça se laisse regarder. Alors, c'est vrai que c'est mentionné sur la page Wikipédia de DBS. Les fans se sont beaucoup plaints sur les premiers épisodes au niveau de la qualité des dessins, et c'est vrai que on se dit, oulala, c'est plus la bonne époque de DBZ, il y a des choses qui ont changé. Et au fur et à mesure, il y a une amélioration, il y a la Toei a pris en compte les remarques et les choses ont été améliorées. Et on est monté en puissance. Il y a une montée en puissance dans DBS qui est assez notable. Et donc il y a d'autres arcs qui vont suivre. Il y a l'arc ensuite d'un espèce de tournoi entre l'univers 7 et 8, si je ne me trompe pas, sachant que Goku, l'univers de Goku, la Terre, appartient à l'univers 7 et en fait on apprend qu'il y a l'existence d'autres univers, etc. Et donc il y a un tournoi qui est organisé entre les deux. Et donc là c'est vrai qu'on monte encore crescendo là, dans la hiérarchie extraterrestre et entre guillemets divine, c'est-à-dire qu'au-dessus des... Avant on avait le Tout-Puissant, la planète Terre. Alors je dis toujours la planète Terre, mais apparemment ça serait une espèce de planète qui ressemble à la Terre, mais fictive, hein, quand on reprend, on va dire, la théorie autour de Dragon Ball. Mais bref, on va dire que c'est la Terre, il y a le Tout-Puissant, la Terre, et au-dessus il y a un Kaio, Maître Kaio, qui est le grand maître de Sangoku, personnage très, très drôle. Et au-dessus, il y a des Kaio. Bon, il y a un maître Kaio. Donc, il y a voilà. Alors, le maître Kaio,
qui s'occupe là de la Terre, qui est au-dessus du Tout-Puissant, c'est en fonction des points cardinaux. Donc il y a nord, sud, ouest, est. Ensuite, il y a une espèce de chef de ces caillots. Ensuite, au-dessus, il y a des Kaioshin, etc. Enfin, et puis après, au-dessus des Kaioshin, on a ces fameux dieux, notamment de la destruction. Voilà, donc dieu de la destruction qui est toujours de pair avec un ange. Et les anges sont encore plus forts. Donc les dieux de la destruction, je ne vous raconte pas, ce sont des vrais sauvages. Enfin, en termes de puissance, hein, ce sont des sommités. Et les anges sont encore plus forts. Donc voilà, c'est là où dans Dragon Ball, rapidement, après, on voit qu'il y a une espèce enfin, c'est sans fin, quoi. C'est sans fin, c'est infini. On monte sans arrêt plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Et évidemment, ça s'essouffle un petit peu quand même. En tout cas, sur le papier, quoi, dans la théorie, dans la cohérence, tout ça. Mais ça se regarde, DBS se regarde, donc il y a ce tournoi entre les deux univers. Et ensuite, on a un arc qui est très intéressant qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors, on l'appelle sur Internet, j'ai l'impression que les gens parlent plus d'arc, de l'arc Zamasu ou l'arc Black Goku, donc un méchant Goku, c'est-à-dire c'est un méchant, le Zamasu, alors pour le coup, Zamasu est un très bon méchant, enfin, dans le sens, c'est un vrai méchant, quoi, comme on attendait depuis un moment. Et il va faire en sorte de créer un personnage à l'image de Sangoku, mais en version mauvaise. Et du coup, ça donnera naissance à Black Goku. Voilà, donc il y en a qui parlent de l'arc Black Goku et d'autres qui parlent de... Enfin, moi je parlais plutôt de l'arc Trunks en fait, parce que Trunks est remis au goût du jour, le Trunks du futur, et il est mis en avant, et pour moi ça le fait vraiment, c'est génial. J'ai bien apprécié le fait qu'il reprenne une place très importante dans la série, et que ça soit lui d'ailleurs qui bat tout simplement Zamasu et Black Goku, qui refusionneront ensemble. Alors, au début, c'est là où ça devient, c'est vrai, assez absurde à expliquer ou même à conceptualiser, mais il y a quand même une recherche scénaristique intéressante dans Trunks, dans cet arc que j'appelle l'arc Trunks, que certains appellent l'arc Black Goku. Et en fait, c'est au début ce méchant Zamasu, comme je vous avais dit, qui va perdre contre Sangoku en fait, et il est vexé, c'est un dieu lui, hein, et il déteste en fait les terriens, pas forcément que les terriens en fait, quel est le mot pour ça, j'ai plus le mot, en tout cas les personnes en fait, les mortels, voilà, les mortels. Il a une haine des mortels, et surtout quand Sangoku l'humilie finalement dans un combat. Alors le Sangoku, il est pas... quand je dis l'humilie, il le fait pas de manière... Sangoku, c'est pas quelqu'un de cruel, c'est pas quelqu'un de méchant, etc. Mais bon, quand il est fort, il le montre. Et il est supérieur en termes de martialement parlant, en termes de combat, de capacité de combat, il est meilleur que Zamasu. Et Zamasu le supporte pas, et il va ruser, etc. Et il va jouer avec cette notion de voyage dans le temps, etc. Et il va créer ce personnage-là de Black Goku, parce qu'il voit que Sangoku, c'est finalement un des êtres les plus puissants qu'il aura rencontré. Donc il se dit que finalement, il a un corps terrible, c'est génial, c'est vraiment le meilleur combattant, mais il va revêtir, il va revêtir en fait sa forme, il va prendre sa forme corporelle. Et donc ça donnera naissance à Black Goku. Et il y aura toujours le Zamasu initial. Et en fait les deux vont devenir quand même très forts. Et dans le futur vont aller sur Terre pour semer la pagaille. Et c'est là que va intervenir notre ami Trunks, qui sera épaulé par Sangoku et Vegeta, pour le coup du passé, qui vont le rejoindre pour essayer de faire face à la menace, parce que là ça devient très difficile. Et Trunks au départ il n'a pas le niveau. Alors c'est vrai que la manière dont il bat finalement Zamasu et Black Goku, qui se seront refusionnés ensemble pour ne refaire qu'un, finalement Trunks va le battre d'une manière un petit peu
petit peu bizarre, mais bon, moi j'ai quand même bien aimé cet épisode parce que Trunks se donne tout ce qu'il peut et finalement le monde du futur c'est le monde qui lui appartient à lui, c'est vraiment son monde à lui, alors que les autres sont là temporairement et donc c'est lui, c'est à lui que revient la mission de mettre fin aux agissements de Zamasu et Black Goku, donc c'est bien que ce soit lui qui le fasse, mais en fait c'est là où on nage un petit peu en plein délire entre guillemets, c'est parce que il va battre Zamasu qui s'est refusionné, hein, mais ça suffit pas parce que Zamasu, comme c'est un dieu, donc il perd son corps physique. Physiquement, il meurt, on peut dire, il perd son corps physique, mais il se transforme en l'univers ou l'atmosphère. Enfin, il est au-dessus de tout finalement, et puis il continue à menacer la Terre et même l'univers tout entier et tout. Et c'est là que Sangoku fait appel au grand dieu de l'univers tout entier qui s'appelle comment déjà? Je sais plus son nom, Zeno. Et donc il fait appel à Zeno et lui il fait un reboot, il détruit tout en fait, il détruit ce futur là en fait. Et donc les amis de Goku ils vont prendre la machine à remonter le temps pour remonter avant, pour pouvoir survivre à ça. Enfin vous voyez, il y a des voyages dans le temps et tout, et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué au niveau cérébral à tout comprendre, on se pose beaucoup de questions, ça fait mal à la tête en fait, les voyages dans le temps. On avait déjà à l'époque des choses là-dessus, mais là ça prend des proportions un petit peu complexes et parfois un peu grotesques, faut reconnaître. Mais malgré tout, l'arc Trunks, il y a des combats sympas, voire bons, très bons. Il y a des musiques aussi, le thème musical de Zamasu est génial. Et il y a une ambiance, ça y est, on revient sur du lourd, on sent une tension avec un vrai méchant et tout ça. Et puis des personnages qu'on aime bien, Goku, Vegeta, Trunks, etc. Voilà. Petite précision, je parlais d'univers, peut-être que je me trompe de mots, peut-être c'est plutôt les galaxies, puisque normalement on a un univers composé d'énormément de galaxies. Mais dans l'univers Dragon Ball, c'est tellement flou, flou, on va dire compliqué et particulier que peut-être qu'on utilise le mot univers, donc il y aurait plusieurs univers et que ce serait le tout dans un immense univers, comme un multivers. Voilà. Je pense qu'ils reprennent plus ou moins la théorie des multivers avec des mondes parallèles et tout. Enfin, ça va assez loin. Bref, après, ce sont des mots. Et puis on rentre dans le jeu, et puis voilà, des fois c'est vrai qu'on cherche pas non plus à tout décortiquer. Mais oui, DBS, si on décortique en termes de cohérence et tout, là, ça devient assez aïe aïe aïe, pas très solide. Par contre, dans DBS, il y a de l'humour qui revient bien, qui est bien présent. Alors des fois, j'ai pas du tout aimé parce que il y a un épisode où Vegeta, il est humilié, quoi. Vegeta, le prince des Saiyans, le prince des guerriers de l'espace, et qui finalement se retrouve avec un nombril dans la bouche, enfin, complètement ridicule l'épisode. Ça, j'ai vraiment pas aimé. Alors là, pas du tout pour le coup. Là, je trouve qu'on détruit le mythe, quoi, du personnage Vegeta, quoi. Voilà, dans Dragon Ball Super, il y a du bon, il y a du moins bon et du mauvais. Voilà, des fois il y a des sensations, donc il y a du très bon, il y a des super sensations à certains moments, mais c'est assez inégal. Ensuite, on a donc après l'arc Black Goku, l'arc que moi j'appelle l'arc Trunks du futur, on aura le dernier arc, parce que actuellement, puisque la série, le manga est en continuation et la série également, en tout cas en préparation, il me semble, pour la suite. Et donc, en fait, on a le dernier arc, actuellement dans ce qui est sorti, c'est l'arc du combat, du tournoi du pouvoir, du tournoi de la force. Et là, en fait, c'est le grand tournoi de tous les univers réunis pour la survie, en fait, des univers. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est le seul univers chaque univers envoie ses meilleurs guerriers, ses meilleurs combattants, et c'est un battle royale en fait, et c'est la survie, et
l'équipe qui survivra, ou le participant de l'équipe, de l'univers, d'un des univers qui survivra, gardera son univers présent tout simplement, et tous les autres univers disparaîtront. Donc seul survivra, voilà, seul l'univers du gagnant survivra en fait. Et donc c'est terrible parce que voilà, tout le monde risque sa peau, et donc ça donne lieu à des superbes combats quand même. Enfin, oui, il y a des superbes combats, il y a des combats très nuls. Il y a vraiment de tout, c'est pareil, c'est assez inégal. Il y a du loufoque, il y a du... Alors voilà, il y a des côtés un peu, je dirais... c'est-à-dire qu'Akira Toriyama aime beaucoup... euh, il a créé Dr. Slump, il a créé des choses comme ça. Il aime bien les gags, il aime bien les choses comme ça. Et donc souvent il fait des références. Il y a même, je trouve, il y a un épisode qui fait très Sailor Moon. Il y a un univers, je ne me rappelle plus duquel, mais ce sont des femmes combattantes qui envoient des techniques. Ah, je t'envoie le câlin, le super câlin, je ne sais quoi. Et ce sont des techniques comme ça avec des noms invraisemblables d'amour, d'élan passionnel, d'affection. Et en fait, c'est censé attaquer les gens. Elles sont soi-disant fortes, mais bon, c'est vraiment... Enfin, c'est assez lourd en fait. Moi, j'ai trouvé ça très lourd, mais bon. Il y a un côté humour japonais, etc. Bon, on doit se farcir quelques épisodes comme ça. Mais voilà, le concept quand même est intéressant, cette espèce de tournoi de survie, et dans lequel bah, tout le monde doit... Il y a des alliances, il y a des sortes de pactes, plus ou moins tacites. Et puis voilà, ça donne lieu quand même à toutes sortes de surprises, de rebondissements. Et je trouvais que conceptuellement, il y avait pas mal, il y avait un gros potentiel sur ce tournoi. Et je trouve que, alors apparemment, comme le film Broly, Super Broly, je sais plus comment ils ont appelé le dernier film, était en préparation et devait sortir, on a un peu pressé tout le monde à finir l'arc avant la sortie du film. Donc c'est vrai qu'on sent un petit peu que tout le potentiel du tournoi n'a pas été exploité. Et puis il y a des choses quand même assez étranges sur le papier, c'est que C17, je crois que c'est C17 le vainqueur du tournoi, ou qu'en tout cas il va très loin. C17 quoi, bon, C17 ça remonte à l'époque de Cell, c'est un cyborg, c'est pas un super saiyan, il a pas à avoir le niveau d'un Goku, d'un Vegeta et compagnie, hein. Et là, il est là, il arrive à rivaliser, etc. C'est vrai que c'est quelqu'un de très intelligent, on nous explique que sur la Terre, il avait son île perdue avec les animaux. Bon, il a dû faire son expérience de son côté, mais il faudrait nous expliquer d'où lui vient ce pouvoir inouï, et pouvoir s'allier aux Saiyans contre les Jiren. Jiren qui est le grand ennemi là, du tournoi, qui est très classe. Mais qui est pas méchant, c'est pas un méchant vraiment. Donc, par contre, il a une soif, on nous explique son enfance, tout ça. Bon, il a une soif de vaincre, de combattre, tout ça. Bon, c'est pas mal, il est pas mal, c'est un personnage pas mal, mais il n'y a pas de grand méchant. Et c'est intéressant, c'est le jeu de Freezer. Alors, Freezer, on s'attend à tout avec lui, et finalement, ben, il est plutôt devenu gentil, c'est assez incroyable, puisqu'il va plutôt aider Sangoku et tout, et. Voilà, et ce qui est bien, c'est qu'il y a du suspense et des rebondissements, notamment grâce à Freezer, et, etc. Et il y a des combats qui sont sympas, il y a des très bonnes musiques. Et puis il y a la fameuse transformation de Sangoku en Ultra Instinct. Donc en fait, on nous explique qu'il a une possibilité de... En fait, les mouvements ne passent plus par sa réflexion, par son cerveau. C'est instinctif, il laisse son corps en fait réagir instinctivement. Voilà. Donc pourquoi pas. Donc il a les cheveux gris. Graphiquement c'est joli, il a une certaine série, enfin plus qu'une sérénité, ouais, il impose quand il a cette transformation, oui, il a un côté serein, posé, et je dirais, je sais pas, ouais, il a maturité, il impose quelque chose, à une nouvelle étape. C'est pas évident quand même de justifier encore une nouvelle transformation, on en est à je sais plus combien là, sachant que je suis pas rentré dans le détail, mais il y avait la transformation en dieu, où il se retrouve dans une couleur un petit peu rose, je dirais, ou orange rose, et puis après il est bleu, Saiyan Blue.
Et donc en bleu, c'est joli. En bleu, il y a une esthétique. Et c'est vrai que dans Dragon Ball Super, il se transforme, avec Vegeta, il se transforme très souvent en Saiyan Blue, donc en Saiyan bleu. Donc c'est un niveau. Parce qu'il y a des numéros finalement. Donc Super Guerrier, c'était 1, Hyper 2, Méga 3. Et donc ensuite, ça serait 4, ça serait en Dieu. Et 5, c'est en bleu. Et donc 6, ça serait instinct. Alors peut-être que je me trompe, peut-être j'en oublie une comme ça ou deux, mais enfin voilà, c'est vrai qu'après, il y a une espèce de surenchère des transformations et en général une surenchère de la puissance, hein. Et il y a quelque chose qui était déjà présent dans Dragon Ball Z. Alors ils ont abandonné vite l'idée parce que ça devenait loufoque. C'est de quantifier en fait la force de chacun. Et ça, c'était amené au début par Raditz, le frère de Sangoku qui arrive sur Terre. Il avait un petit capteur. Et à chaque fois qu'il regardait quelqu'un en face de lui qu'il avait à combattre ou quoi, il le scannait et il voyait sa force de combat. Et donc on voyait les Terriens en général, c'était 5, je crois. Et les Saiyans, un Saiyan comme Sangoku à cette époque-là, c'était déjà, je sais plus, je dirais une bêtise, mais 125. Piccolo, c'était 123. Et ce genre de choses. Et en fait, au fur et à mesure, il progresse et on voyait, ah bah lui il a 2000, lui il a 4000, et puis ça montait à des 10 000, des 30 000, des 100 000. Et après ils ont abandonné, parce que même dans la saga Freezer, ça a duré longtemps cette histoire. Et il me semble que Freezer, on nous explique qu'il arrive à 1 million, ce genre de choses. Et heureusement, ça a été abandonné après. Alors c'est vrai que les magazines de l'époque nous donnaient, il y avait des tableaux et tout, et on s'amusait à regarder jusqu'à l'arc-bout la puissance des uns et des autres. Mais à la fin, ça devenait... Enfin, c'est plus les fans qui se sont amusés, je pense, à faire ces choses-là. Akira Toriyama, à mon avis, lui-même devait rigoler de ça, parce que, en fait, il y a quelque chose qui est assez drôle, c'est le fait que... en fait, oui, je crois qu'on m'avait dit ça, et j'avais regardé et j'avais trouvé que c'était assez vrai. Sangoku, il apprend toutes ces transformations, etc. Et puis, bah, finalement, par exemple dans l'arc-bout, sa meilleure transformation, c'est en méga guerrier avec les cheveux très longs, tout ça. Donc quand il va pour tuer Boo, il devrait se remettre dans cette transformation-là, puisque c'est là qu'il est le plus puissant quand il balance à la in fine son Genki Dama. Mais non, si je me souviens bien, il se met en super guerrier seulement, ou même parfois même dans certains combats, il va rester en... Alors on va me dire oui, mais le Genki Dama, c'est l'énergie des autres, ceci, cela. Mais quand même, des fois, il va se retransformer en super guerrier justement pour avoir plus de force. Mais il va pas aller jusqu'à sa dernière transformation. Ou alors, il va rester en cheveux noirs, en niveau de base. Donc en fait, on m'avait dit ça et j'ai trouvé ça assez juste. C'est comme un petit peu le fait de... c'est Akira Toriyama qui se moque lui-même en fait des transformations, qui montre lui-même que finalement ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas grave quoi. Et en fait, Akira Toriyama, on l'a poussé tout le long de l'œuvre à continuer. Lui, il voulait arrêter souvent. Et parce que ça devenait trop sérieux, quoi, trop absurde parfois. Et c'est pour ça que lui-même se moquait un petit peu lui-même de son œuvre finalement, je crois. Et c'est assez cocasse, mais malgré tout, on rentre dans le jeu et on apprécie. Moi, personnellement, tant pis. Bon, c'est vrai que transformation, 1, 2, 3, machin, fusion. Moi, tant pis, j'accepte pendant un moment de rentrer dans le délire, entre guillemets, dans la chose et de me faire plaisir. Et voilà, mais quand on réfléchit, c'est vrai que Dragon Ball en général, alors je parle pas quand il est petit, mais après il y a une surenchère de la puissance qui devient sans fin. Et ça, en fait, c'est le grand écueil, je dirais, de la saga. Et voilà, j'en arrivais à la conclusion, c'est-à-dire que je vous ai raconté en gros la Dragon Ball Super. Bon, finalement, rien n'explose puisque, si je dis pas de bêtises, c'est C17 qui remporte le combat final et il décide de parce qu'en fait, au fur et à mesure, comment il s'appelle? Mince, le grand patriarche, je sais plus. En gros, hiérarchiquement, la personne juste en dessous du grand dieu de l'univers Zeno a dû se charger de la destruction
des univers qui perdaient au fur et à mesure du tournoi, et finalement, C17 qui remporte à la fin, eh bien, bah, je crois qu'il a le droit de réaliser un vœu ou un truc comme ça, et il dit ah bah je veux que tous les univers détruits renaissent, reviennent, ressuscitent. Et donc on va ressusciter tous les univers détruits un à un. Donc finalement, bon, bah, il ne se sera rien passé, quoi. Et tout le monde va reprendre sa vie, etc. Et l'arc se termine comme ça. Bon, on est quand même bien content. Et puis on attend la suite. On nous fait bien comprendre à la fin du dernier épisode qu'il y aura une suite, etc. Voilà, donc ça c'est Dragon Ball Super. Donc moi je vais continuer à suivre, il n'y a pas de souci. Mais j'en arrive aux écueils de la série. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, je me suis dit, mais pourquoi des BGT n'a pas marché et pourquoi des BS marchent quand même, malgré tout. Et je me suis dit, en fait, avec des BZ, c'est fini. C'est-à-dire que soit vous arrêtez l'œuvre, et peut-être que c'est ce qui devrait être fait, si on veut vraiment garder l'œuvre pure, je dirais, un petit peu, bon, ça pourrait être le sujet de notre vidéo, mais un petit peu à l'image de Star Wars, qui pour moi maintenant, enfin moi le dernier épisode de Star Wars, pour moi c'est une hérésie totale. Mais voilà, j'aurais préféré finalement que ça se soit arrêté à l'épisode 6, à choisir. Mais bref, sur Dragon Ball, quand vous êtes rentré dans cette logique de Dragon Ball Z, avec cette surenchère de la puissance, vous avez créé un schéma. Et à mon avis, on ne peut plus en sortir. Et c'est-à-dire que Dragon Ball GT, a essayé de sortir de ce schéma, en tout cas au départ. Et on voit même qu'eux-mêmes ont dû s'en rendre compte, parce que moi, si j'ai plus aimé la fin des BGT, c'est parce qu'ils sont revenus un peu au schéma, avec les transformations, vraiment des combats plus épiques, plus posés, et cette notion de puissance, de force, de vitesse. Et en fait, on peut pas y échapper. C'est-à-dire que Dragon Ball Z a mis en place des mécanismes qui sont inhérents maintenant à l'œuvre, et soit vous revenez dans du Dragon Ball petit, avec cette atmosphère-là, mais DBGT finalement a essayé de le faire, ça n'a pas marché, et soit vous restez dans la logique des BZ. Alors ce qui est intéressant avec DB Super, c'est qu'il y a quand même cette volonté de retourner à des fois des moments très légers, très loufoques, très marrants, très drôles, à l'image de Dragon Ball petit. Et à la fois, il y a ce sérieux, enfin, c'est les transformations, les vrais combats, les vrais méchants, à l'image de Dragon Ball Z. Donc pour moi, Dragon Ball Super, en fait, la critique, enfin, l'avis que j'ai eu final de Dragon Ball Super, c'est une série qui vaut le mérite d'être vue, et qui est moderne et de bonne qualité. C'est une bonne série moderne, c'est-à-dire qu'elle est avec son temps. Dragon Ball Super est avec son temps, musicalement, etc. Dragon Ball Z, c'était génial à l'époque, et maintenant, moi, j'ai pas revu. Faudrait que je m'y remette, faudrait voir. Mais je m'étais refait tous les Dragon Ball Kai, je vous ai expliqué, c'était la version plus rapide. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même des longueurs dans Dragon Ball Z. J'ai même lu que sur l'arc Freezer, Akira Toriyama faisait exprès de faire des longueurs. Il voulait un peu mettre fin en fait à son œuvre. Il a toujours, c'est très particulier le rapport entre Akira Toriyama, son œuvre dans sa tête, et la réalisation et la continuation, etc. C'est très particulier, mais honnêtement, pour nos yeux et nos souvenirs, c'est génial que l'œuvre ait continué jusqu'à maintenant, en fait. Moi, je ne regrette pas. Quand je dis il aurait peut-être fallu arrêter l'œuvre, finalement, après DBZ, bah, quand je vois Dragon Ball Super et ce qu'ils sont encore capables de faire, je me dis non, pourquoi pas, finalement. Si vous êtes capable de produire quelque chose de qualité comme ça, allez-y. Mais c'est vrai que des fois, attention, globalement, DBS est quand même bien en dessous globalement, hein, et inférieur à DBZ, c'est sûr, en termes d'émotion, d'intensité et tout ça. On n'est pas au même niveau, même si parfois on s'en approche, ou ça peut être égal, mais rapidement ça redescend. Alors DBZ, il y avait, waouh, c'était long, c'était profond, c'était poignant, ça durait, c'était très intense, c'est pas la même densité, voilà, je dirais, pas la même densité en termes de qualité, si vous me suivez. Voilà, donc je pense que voilà, le principal écueil, c'est cette surenchère de la puissance. Le fait qu'il y ait toujours la hiérarchie, je vous ai un petit peu expliqué, là, des dieux, etc., des Kaioshin, les dieux de la destruction, ceci, cela. C'est sans fin, quoi, c'est sans fin.
Alors il y a un univers, après il y a un multivers, après il y aura quoi? Enfin, on a l'impression que finalement à chaque fois, ben, on détruit tout le monde qu'on s'est construit, il est détruit et on rajoute des choses, c'est encore plus grand. Finalement, ben, les méchants, quand vous reprenez après la série en général, vous regardez avec la progression de dingue que va faire Sangoku et les autres, vous vous dites, mais finalement Freezer il était nul de chez nul. Alors comment il fait pour devenir aussi fort après et suivre les autres avec son Golden Freezer? À chaque fois, on nous justifie ça, paf, faut bien le justifier, mais c'est vrai qu'en termes de cohérence, voilà, donc il y a la surenchère de la puissance et il y a un problème de cohérence euh, en termes de niveau des combats et le rendu aussi, c'est-à-dire que vous dites la personne est de plus en plus forte, alors quand elle se bat, ça doit être incroyable, mais autant au départ, on voyait un peu crescendo cette montée en puissance, autant plus on avance, plus à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait que le Sangoku de maintenant, par rapport au Sangoku il y a plusieurs années, de l'arc d'avant, fondamentalement, c'est quoi la différence? Il y a plus beaucoup de techniques qui sont nouvelles. C'est que puissance, rapidité, machin, boule de feu. Alors dans le tournoi de la force, il y a quand même cette notion il y a des gens qui utilisent des techniques un peu innovantes, tout ça, dans d'autres galaxies, dans d'autres univers. Et ça, c'est plaisant. Mais sinon, voilà, il y a un manque de créativité, je dirais, en termes de technique et en termes ouais, de rendu. Ben, en fait, ça devient compliqué après. Comment vous voulez faire pour... C'est encore plus puissant, c'est encore plus puissant. Je sais que pour les gens qui accrochent pas, bah, souvent, à l'époque, les filles aimaient Sailor Moon et nous, on aimait Dragon Ball. Et pour les filles, c'était débile un peu ce qu'on regardait Dragon Ball Z. Et c'est vrai que quand on réfléchit, il y a des trucs, il y a des incohérences, des choses exagérées, des choses absurdes. Mais voilà, on a cette âme d'enfant, on s'identifie à Sangoku, on rentre dans le truc et on apprécie. Donc ça reste très subjectif, c'est les goûts, les couleurs, mais c'est malgré, on pourra dire ce qu'on veut, Dragon Ball aura marqué des générations, pas que ma génération. Aura inspiré énormément de gens. Akira Toriyama est un génie dans son domaine. J'ai même pas parlé des films, des OAV, des films géniaux, l'histoire de Trunks, le père de Sangoku, Broly bien sûr. Ça envoyait du lourd comme on dit maintenant. C'était vraiment très bien fait. Dans un format, il y avait un temps à respecter. C'était une cinquantaine de minutes et les choses étaient bien dessinées, bien. Alors les scénarios, ça je vous accorde des fois, ça volait pas haut, mais il y avait quelque chose. Et puis je veux dire, c'est resté dans la culture populaire, se transformer en super guerrier, envoyer un Kamehameha, etc. Je voulais revenir sur un dernier point, et puis je vais essayer de clôturer. Dragon Ball au départ s'inspire beaucoup de Pérégrination vers l'Ouest, qui est un grand classique de la littérature chinoise, en chinois Xi Yu Ti, qui est le roi des singes. Et le roi des singes, donc Sun Wukong, c'est le nom de Son Goku, tout simplement. Sun Wukong, c'est en chinois et en japonais Son Goku. Et Son Goku, le ou est plus long, hein, le coup. Bref. Donc voilà, c'est ce personnage. Au départ, c'est lui, Akira Toriyama, s'est bien inspiré de ça, avec le nuage magique, avec le bâton magique, avec, paraît-il, même l'éventail, je me rappelle plus trop dans Dragon Ball, mais bref. Donc il y a vraiment ça, et puis en fait, c'est un roman inspiré de taoïsme, de bouddhisme, et dans l'œuvre de Dragon Ball, il y a de la réincarnation, etc. Ça colle, hein, ça colle avec cet univers-là, ce folklore-là, et c'est assez intéressant de se pencher sur ces détails-là, et voilà, et c'est vrai que c'est rentré dans la culture populaire. Après, il y a tous les jeux vidéo aussi. Alors, moi, je suis un grand fan de la Super Nintendo, et on avait on a eu 3, 4 même superbes jeux, en tout cas à l'époque pour certains. Certains ont vieilli plutôt mal, je dirais, mais certains sont toujours... moi, il y en a un que j'aimerais bien acheter, qui a une cote pas possible, c'est la Légende Saiyan. La Légende Saiyan, tout le monde l'avait eu, à un moment donné, ça tournait, la cartouche, c'était génial. C'était génial, on pouvait se faire des Kamehameha, et puis après, on envoyait un Kamehameha, et l'autre répondait avec un Kamehameha, et puis il fallait se disputer à celui qui appuie le plus vite sur la touche A, etc. Bref, sur les jeux vidéo, on pourrait encore faire des heures sur les jeux vidéo Dragon Ball Z et autres, et ça continue, c'est-à-dire sur Switch,
Moi, j'ai joué à Dragon Ball Xenoverse 2 et je ferai peut-être une critique dessus. Et c'est un bon jeu. Il y a on revit certaines grandes scènes de la série, etc. Et j'ai pris quand même pas mal de plaisir, voire beaucoup de plaisir à certains moments avec des combats épiques et tout hein, sur ce jeu. Voilà, donc voilà, on pourrait faire, je pense, des vidéos des heures et des heures intarissables. Je viens de voir encore une vidéo tout à l'heure qui s'appelle les 10 plus grandes humiliations par Sangoku contre des adversaires, quelque chose comme ça. Je vous mettrai l'adresse en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Voilà, donc j'ai pas été exhaustif, c'est pas le but. J'espère que je vous ai intéressé et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.